Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bonjour. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet, une question que beaucoup de monde se pose, je crois. Comment on fait pour s'y retrouver dans toutes ces offres de formation pro? Ah oui, c'est un vrai labyrinthe parfois. Exactement. Comment dénicher la formation qui va vraiment coller à son projet? Surtout que le monde du travail bouge tout le temps, donc ce choix devient hyper stratégique. Tout à fait. C'est crucial pour construire sa carrière ou même la faire évoluer. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur les idées d'un article qui s'appelle «Comment choisir la bonne formation selon son projet». L'idée, c'est qu'on explore ensemble une méthode, une démarche pour prendre cette décision, avec plus de sérénité. Une approche structurée, c'est ça? C'est ça. On va regarder les étapes clés, les objectifs perso, l'évaluation des organismes, les débouchés, tout ça. Mhm. Parce que, soyons honnêtes, l'enjeu est quand même costaud. Entre les formations courtes, longues, celles qui donnent un diplôme, celles qui donnent une certification. En ligne, en salle, oui, on peut vite s'y perdre. Mais voilà, si on trouve la bonne, ça peut vraiment être un tremplin incroyable pour son parcours pro. Alors, on commence par quoi? Le début du début. Le début du début, c'est toujours la même chose. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux me former? Définir ses objectifs, donc, c'est vraiment la base. Exactement. Est-ce que c'est pour acquérir une compétence technique bien précise? Pour être plus efficace demain dans mon poste actuel? Ou alors, c'est plus radical, genre une reconversion complète, changer de voie. Voilà. Ou peut-être juste obtenir un papier, une certification reconnue pour valider quelque chose qu'on sait déjà faire, mais Mais sans le tampon officiel, quoi. Mais est-ce que c'est si facile de savoir vraiment ce qu'on veut au fond? c'est là toute la difficulté. C'est pour ça que cette introspection, elle est primordiale. Souvent, on sait dire ce qu'on veut apprendre, mais on a plus de mal à formuler pourquoi on le veut, fondamentalement. Intéressant. Comment on peut creuser ça? Une bonne question à se poser, ça pourrait être, OK, imaginons que cette formation soit une réussite totale. Qu'est-ce qui aura changé concrètement pour moi, dans ma vie pro, dans 1 an et dans 5 ans? Ah oui, ça projette. Ça oblige à être honnête avec soi-même. Et quand les objectifs sont clairs, ça guide tout le reste. Ça évite de se lancer à l'aveugle et de perdre du temps, de l'argent. On imagine bien. Une petite compétence à ajouter, c'est pas le même engagement qu'un changement de carrière complet. Pas du tout. Ça conditionne le type de formation, la durée, l'investissement. Justement, en parlant de durée et d'investissement, la question du temps, elle arrive vite sur la table, non? Ça, c'est souvent le nerf de la guerre. Comment case une formation dans un agenda qui est déjà plein à craquer? C'est ça, faut être réaliste, j'imagine. Très réaliste. Combien d'heures par semaine je peux vraiment y consacrer? Pas juste en théorie, mais en pratique. Est-ce que c'est 2 heures le soir, après le boulot, les enfants couchés? Ou est-ce que j'ai une journée entière de libre? Et cette estimation, elle va trier direct les possibilités, j'imagine. Ah oui, ça filtre énormément. Une formation super intensive en présentiel tous les jours pendant 1 mois, si on bosse à plein temps, c'est juste impossible, sauf aménagement très spécifique. Et inversement, une formation à distance très longue, ça demande une sacrée motivation sur la durée. Exactement, ça demande de l'autodiscipline. Il faut trouver le format dont le rythme colle à sa propre vie, à ses contraintes. Donc oui, estimer son temps dispo, c'est un critère de tri redoutable. Ok. Donc, on sait où on veut aller, on a une idée du rythme possible. Après, logiquement, il faut regarder d'où on part, faire un bilan de ce qu'on sait déjà faire. C'est exactement ça. Un bilan objectif. Quelles sont mes compétences techniques solides et mes compétences plus transversales? Communication, gérer un projet, résoudre des problèmes. Sur quoi je peux m'appuyer et où sont mes lacunes par rapport à l'objectif visé. Précisément. Et là, attention au piège. On a tendance soit à se voir plus beau qu'on est, soit au contraire à se dévaloriser complètement. C'est humain. Oui. Donc, un bon réflexe, c'est peut-être de demander un retour, un feedback à des collègues en qui on a confiance ou à son manager. Ou utiliser des outils d'auto-évaluation, mais toujours avec un œil critique. Et ce bilan, il sert aussi à choisir le bon niveau de formation pour ne pas se planter. Absolument. Si on choisit une formation trop facile, on s'ennuie, on perd son temps. Si elle est trop dure, qu'il y a des prérequis qu'on n'a pas. C'est la frustration garantie et on risque de lâcher l'affaire. Exactement. On va droit au découragement. Il faut viser juste. Assez challengeant pour progresser, mais pas insurmontable. Trouver le bon niveau, c'est clé pour rester motivé.
Bon, on a le temps, on a les compétences, mais il y a aussi la vraie vie, hein. Les contraintes perso, et puis... L'argent? Ah, les contraintes. Elles sont souvent liées d'ailleurs. Si on a un boulot à plein temps, ça limite le temps dispo, donc ça pousse vers des formats plus flexibles. Le soir, le week-end, à distance. Des obligations familiales aussi. Ça peut jouer sur où on peut aller, quand on est dispo. Bien sûr. Et puis, il y a le budget. Là, il faut être exhaustif. Pas juste les frais de la formation elle-même. Ah oui, quoi d'autre? Le matériel peut-être. Des livres, un logiciel, les transports si c'est en présentiel et pas à côté, l'hébergement parfois, et même ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Si je dois réduire mon temps de travail, c'est un manque à gagner. Faut tout mettre dans la balance, en fait. C'est ça. Et c'est là qu'il faut se renseigner activement sur les aides possibles. Justement, parlons-en. Le financement. Le CPF, le compte personnel de formation, tout le monde connaît, mais y a quoi d'autre? Et y a-t-il des pièges? Le CPF, c'est vrai, c'est une super ressource. Mais attention, il ne finance pas tout et toutes les formations ne sont pas éligibles. Il faut vérifier ça en premier. D'accord, premier point de vigilance. Oui. Et le piège classique, c'est de croire que ça va couvrir 100% des frais. Souvent, il faut compléter, soit de sa poche, soit via l'entreprise. Et l'entreprise, justement, elle peut aider? Oui, via son plan de développement des compétences, si la formation est aussi dans l'intérêt de l'entreprise, évidemment. Pour les grosses reconversions, il y a aussi le projet de transition professionnelle, l'ancien fonds GESIF. Ah oui. Et puis pour les demandeurs d'emploi, il y a les aides des régions, de Pôle emploi. Il y a pas mal de dispositifs en fait. Le conseil, c'est de s'y prendre tôt pour explorer tout ça, j'imagine. Exactement. Faut pas attendre la veille de l'inscription. Les dossiers, ça prend du temps à monter. Il faut anticiper au maximum. Ok, très clair. Donc, on a posé le cadre. Objectifs, profil, contraintes, budget. Maintenant, on peut enfin regarder les formations elles-mêmes. Tu disais tout à l'heure que c'était un peu la jungle. Oui. Comment on fait le tri? On entend souvent parler de formations diplômantes et certifiantes. C'est quoi la différence au juste? Alors, la différence principale, c'est la reconnaissance et ce que ça valide. Une formation diplômante, ça mène à un diplôme reconnu par l'État, un CAP, un BTS, une licence, un master, ou un titre inscrit au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. D'accord. Ça atteste d'un niveau global pour un métier? C'est ça, c'est souvent ce qu'on vise pour une reconversion assez profonde ou pour accéder à des métiers où le diplôme est obligatoire. Et la formation certifiante, alors? Elle va valider des compétences plus spécifiques, un bloc de compétences précis. C'est souvent plus court, plus ciblé. C'est parfait si on veut acquérir une technique particulière, se mettre à jour sur un outil ou ajouter une compétence à son profil sans forcément changer de métier. Plus pour de l'upskilling ou du reskilling ciblé, en somme. Voilà. Les vœux sont utiles, mais ça dépend vraiment de l'objectif de départ. Et au-delà du titre à la fin, il y a la façon d'apprendre. Présentiel, distanciel, hybride, comment on choisit? Alors, le présentiel, le classique en salle. L'avantage, c'est le contact direct avec le formateur, les autres participants, ça crée une dynamique de groupe. L'émulation, oui. Mais bon, ça demande d'être dispo à des horaires précis, à un endroit précis. C'est rigide. Le distanciel, l'e-learning, c'est l'inverse, j'imagine. La flexibilité. Oui, flexibilité maximale. On apprend où on veut, quand on veut, à son rythme. C'est top pour les gens autonomes ou ceux qui habitent loin d'un centre de formation. Mais il y a des mais. Il y a des mais. Déjà, ça demande de l'autodiscipline, comme on disait. Et surtout, la qualité est hyper variable. Un bon e-learning, c'est interactif, il y a du suivi des tuteurs. C'est pas juste des PDF à lire dans son coin. Faut être vigilant sur la conception pédagogique derrière l'écran. Exactement. Et le fameux blended learning, l'hybride, qui a l'air de plaire de plus en plus. Oui, le blended, ça essaie de prendre le meilleur des deux. On a des contenus en ligne qu'on fait quand on veut et des moments où tout le monde se retrouve, soit en présentiel, soit en classe virtuelle, pour échanger, faire des exercices, avoir du coaching. Ça semble être un bon compromis. Pour beaucoup, oui. Ça allie la souplesse et l'accompagnement. Mais là aussi, le diable est dans les détails. Comment les deux sont articulés? Est-ce que c'est fluide? La qualité de l'ingénierie est clé. Ok, donc on a choisi un type de formation, une modalité, mais il reste à choisir l'organisme qui va la délivrer. Et ça, c'est pas anodin non plus.
Comment on s'assure de la qualité de l'école, du centre? On entend beaucoup parler de Calliope. Palti, c'est devenu la base, surtout si on veut utiliser des financements publics comme le CPF. C'est une certification qui prouve que l'organisme respecte un cahier des charges national sur la qualité de la formation. Comment il définit ses objectifs, sa pédagogie, l'accompagnement, les moyens mis en œuvre. C'est un gage de sérieux, en quelque sorte. C'est un gage de sérieux administratif et procédural, oui. Une sorte de standard minimum. Mais attention, ce n'est pas une garantie absolue d'excellence pédagogique ou de résultat. Donc, il faut aller voir plus loin que le logo Calliope. Ah oui, il faut creuser. D'abord, la réputation de l'organisme dans le secteur qui nous intéresse. Est-ce que les entreprises du coin le connaissent, le reconnaissent? Qu'est-ce qu'en disent les professionnels? Le bouche à oreille, la réputation métier. Exactement. Et puis, qui sont les formateurs? Est-ce qu'ils viennent du terrain? Est-ce qu'ils sont à jour? Ça, c'est super important. Et les résultats concrets, les chiffres. Oui, les indicateurs de performance. Le taux de réussite à l'examen, c'est une chose. Mais ce qui est souvent plus parlant, c'est le taux d'insertion professionnelle des gens qui sortent de la formation. Combien trouvent un job dans le domaine visé et dans quel délai? Et il faut oser demander ces chiffres. Il faut. Un organisme sérieux doit pouvoir les fournir. Et si possible, des chiffres récents et précis. Et l'idée de contacter d'anciens élèves, c'est jouable. Concrètement. Ça n'a pas de prix. Non, ça vaut de l'or. C'est mieux que n'importe quelle brochure marketing. Ça demande un petit effort, mais ça peut vraiment faire la différence. Tout à fait. Et ça nous amène logiquement à la suite. La pré-formation. Parce qu'une bonne formation, c'est une formation qui débouche sur quelque chose. Comment on anticipe ça? Il faut absolument y penser dès le début. La formation que j'envisage, est-ce qu'elle correspond à de vrais besoins sur le marché du travail et dans ma région ou là où je veux bosser? Comment on vérifie ça? On peut regarder les études sur l'évolution des métiers, ce que publie France Stratégie, l'APEC, les observatoires de branche, voir quels sont les secteurs qui recrutent, les compétences recherchées. Pour être sûr de ne pas miser sur un métier en voie de disparition. Voilà. Et même aller plus loin, identifier des entreprises qui pourraient recruter ce type de profil après la formation. Ça aide à concrétiser le projet et ça donne des pistes pour la future recherche d'emploi. Et une fois la formation terminée, il y a la question de l'expérience. Souvent, on a la théorie, mais il manque la pratique. C'est un point crucial à anticiper. Le top, c'est si la formation inclut un stage. Oui. Si ce n'est pas le cas, il faut être proactif juste après. Chercher des missions, même courtes, faire du bénévolat dans le domaine, ou même monter un projet perso pour mettre en application ce qu'on a appris. Pour ne pas que ça reste juste théorique. C'est ça consolide les acquis et surtout, ça montre aux recruteurs qu'on est motivé, qu'on est déjà passé à l'action. Ça transforme la ligne formation sur le CV en quelque chose de beaucoup plus concret, d'opérationnel. Et c'est aussi un bon moyen de vérifier si ce nouveau domaine nous plaît vraiment sur le terrain, j'imagine. Complètement. Bon, on a fait tout ce cheminement, on a bien analysé, on a peut-être 2 ou 3 formations finalistes. Comment on fait le choix final? Le fameux tableau comparatif, ça marche? C'est un super outil pour rationaliser la décision, oui. On liste les options et on les note sur tous les critères importants qu'on a évoqués. Le contenu, la durée, le coût total, les horaires, le type de certification, la qualité qu'on perçoit de l'organisme, les débouchés estimés, comment ça colle avec nos contraintes. Ça permet d'avoir tout sous les yeux, de comparer objectivement. Oui, mais le tableau seul ne suffit pas. L'étape d'après, qui est essentielle, c'est de pondérer ces critères. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Est-ce que c'est la flexibilité avant tout, le coût, la réputation de l'école, le contact humain? Chacun a ses priorités. Exactement. En donnant plus de poids aux critères qui sont non négociables pour soi, on fait ressortir l'option qui est le meilleur compromis personnel. Ça évite de choisir sur un coup de cœur pour un seul aspect, genre le moins cher, mais qui n'est peut-être pas le plus pertinent pour l'objectif. Et avant de signer en bas de la page, est-ce qu'il y a moyen de tester un peu, de sentir l'ambiance? Ah oui, c'est fortement recommandé. Aller aux journées portes ouvertes, participer aux réunions d'infos en ligne. Parfois, on peut même demander à assister à un cours ou suivre un petit module gratuit de découverte. Pour voir si le courant passe, en quelque sorte. C'est ça, pour sentir l'ambiance, voir comment ça se passe concrètement, si les équipes sont réactives, et c'est surtout l'occasion de poser toutes les dernières questions qui nous taraudent aux conseillers pédagogiques. Faut pas hésiter à les cuisiner un peu, hein. Non, il faut. Pour lever les derniers doutes, clarifier les points qui semblent flous, c'est la dernière vérification avant de s'engager pour de bon. En fin de compte, choisir sa formation, c'est un vrai projet en soi. Ça demande de la méthode, de la réflexion. Tout à fait. On a vu qu'en suivant ces étapes, bien définir pourquoi on le fait, évaluer d'où on part et avec quelles contraintes, explorer ce qui existe, vérifier la qualité,
penser à l'après et comparer sérieusement, on maximise ses chances. L'objectif final, c'est que cette formation soit plus qu'une ligne sur un CV. Oui, qu'elle soit un vrai levier, un tremplin professionnel. Exactement. Cette démarche structurée, elle ne garantit pas le succès à 100%. Bien sûr, il y a toujours des imprévus, mais elle réduit énormément les risques de se tromper. Elle augmente les chances que la formation choisie ouvre vraiment de nouvelles portes, qu'elle mène à plus de satisfaction, de réussite dans son travail. C'est un investissement sur soi, sur son avenir. Et comme tout investissement, ça se prépare sérieusement. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, c'était très concret. Et pour terminer, peut-être une petite question pour aller plus loin. Au-delà de trouver la bonne formation technique pour aujourd'hui, comment on pourrait cultiver activement notre capacité à apprendre? Cette compétence-là, cette méta-compétence, elle semble devenir de plus en plus vitale dans un monde professionnel où tout change si vite. Excellente question. Apprendre à apprendre. Voilà, ça laisse matière à réflexion pour chacun. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.